Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, présidentielle 2021 au Bénin, bien malin qui pourra certifier si elle sera, comme les années précédentes, un scrutin de liesse populaire ou de scènes de violence et de deuil. En tout cas, nul ne le souhaite. Seule certitude de l'homme, mesdames, messieurs, assez de rancœur, ça et là, une tension palpable chaque jour, un peu plus. Principale forme de discorde, le parrainage. Le peuple, lui, retient son souffle et observe. Tout aussi préoccupé visiblement, le président de l'institution parlementaire, Louis Vlavonou. Lors de son discours d'ouverture solennelle de la session budgétaire, il aura invité toute la classe politique sans exclusion à la retenue et à la tolérance. Appel du président Vlavonou à la classe politique. Une démarche conséquente aux pures provocations. L'instant débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant, à notre côté déjà, pour l'instant, on débat. Monsieur Loge Francis Satadé, secrétaire général du réseau des experts en gouvernance, il est membre de l'IPSIA et l'homme a accepté donc être des nôtres. Monsieur Loge Francis Satadé, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Oh, mais c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur votre plateau pour opiner sur les questions qui touchent à la vie nationale. En tout cas, le plaisir est renouvelé. En face de vous, pour cet instant débat, il n'est non plus à présenter Monsieur Suleiman Harouna, l'animateur vedette de Tempo Afrique TV et ancien président des Béninois résidant aux États-Unis. Monsieur Suleiman Harouna, bonjour. Bonjour Joël, merci de m'avoir encore une fois invité sur ce plateau de Tempo Afrique TV. Et je profite vraiment pour remercier Sika TV et pour tout ce que Sika TV fait, surtout en direction de la diaspora. Et je profite pour remercier mon vis-à-vis d'avoir accepté aussi cette invitation. Je profite aussi pour saluer la régie technique. Merci. Merci à vous tous deux pour la disponibilité. Merci aussi aux téléspectateurs. Sans eux, quel intérêt ce que nous faisons au quotidien. Troisième scrutin pour les Béninois à l'ère du régime du nouveau départ. Les premiers mois de l'année 2021, les électeurs devront se rendre à nouveau aux urnes. Mais cette fois-ci, pour décider de qui devra présider aux destinées du pays après le quinquennat de Patrice Talon. Continue de faire monter l'adrénaline, le parrainage. Une question qui, manifestement, ne semble pas être du passé. Chaque jour avec son développement. Après le tollé suscité suite aux explications données par les membres de la Sénat, ceux-ci se sont rendus aux côtés des députés, ceux-là même qui ont voté le test pour un message de communication, peut-on dire. À l'issue de cette rencontre, le sujet est encore revenu au devant de la scène. Avant de donner la parole à nos invités, nous allons, à travers la une d'un des quotidiens qu'on ne présente plus, le matinal, nous faire une idée de l'ambiance qui a prévalu et ensuite on appréciera. Oui, chers invités, j'imagine que vous lisez comme tout le monde, parrainage des candidats à la présidentielle de 2021, des députés s'en prennent à la Sénat. Une cacophonie préjudiciable à la célérité de l'organisation des élections. Monsieur Francis Satadé, si vous devez apprécier ceci concomitamment à ce que vous-même vous avez suivi de bien loin, que diriez-vous? Non, je crois qu'il y a eu une exagération dans l'appréciation parce que le matinal n'a peut-être pas apporté de bémol à ce qui a été fait au Parlement. Je crois que la démarche de la Sénat était une démarche louable et fort appréciable que d'aller voir les députés au Parlement pour leur présenter sous quel format se présentera la fiche qui servira au parrainage et dans quelles conditions ça pourra se faire. Sur la question, je crois que c'est le point d'achoppement, c'est la question relative surtout à l'anonymat. Les députés auraient voulu que ce soit de façon plus transparente, que ceux qui doivent apporter leur parrainage l'apportent aux candidats de leur choix. Donc il n'y a pas une situation aussi gravissime pour que le matinal publie un titre comme celui-là. J'ai bien peur que la presse n'envenime le climat pour lequel nous travaillons parce que nous voulons un climat apaisé. Vous savez que notre démocratie est en train de s'améliorer et il faut que nous puissions continuer dans ce sens-là. Parce que vous savez que même si vous avez un véhicule neuf, au bout d'un certain nombre de
kilométrage, il faut faire la vidange. Nous avions fait la vidange avec les réformes, et c'est le sens qui est donné aux réformes pour améliorer la qualité de la démocratie, d'où en fait le modèle que nous avions voulu maintenant expérimenter avec le parrainage pour filtrer un peu et permettre aux candidats plus sérieux et ceux qui sont capables d'animer évidemment la vie politique et de porter les destinées de notre pays de venir au pouvoir. Donc en fait, il n'y a pas une cacophonie. Ok. Oui, Monsieur Aruna, vous avez aussi suivi avec ce qui vous est parvenu comme élément en appoint et ce titre du matinal. C'est quoi, vous, votre regard? Oui, merci Joël. Il faut beaucoup faire attention. Mon regard est beaucoup politique. Il faudrait pas qu'on puisse tomber dans le piège de la rupture. Parce que nous connaissons le matinal, nous connaissons la ligne éditoriale du matinal, nous connaissons ce journal et nous savons comment ce journal fait les analyses. Donc, en titrant un titre aussi ronflant, c'est une manière pour recentrer pratiquement une stratégie qui n'a pas du tout marché à leur niveau. Donc, il fallait reprendre cette problématique. Mon vis-à-vis a parlé que la problématique, c'était le secret, c'est-à-dire l'anonymat que la Sénat est en train de poser autour vraiment des parrains. Ce n'est pas seulement ça, mais cette problématique, c'est sûr que cela gêne et l'exécutif ne pouvait pas poser la problématique parce que ça ne ressortait pas et ça ne ressort pas de ses prérogatives. Donc, il fallait pratiquement poser le problème pour quand même ajuster cela. C'est ce qui explique pratiquement cette problématique qui a été amenée par le député Badamassi. Et donc, l'autre préoccupation majeure, c'est pratiquement le député, l'honorable Dakwe Sossou, qui dit qu'au fait, à quel prix et à quel montant on peut négocier pratiquement un député. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va dans le ballon d'essai en ce qui concerne cette négociation individuelle au niveau des parrains, au niveau des députés et des maires. Cette stratégie semble ne pas marcher. Donc, il faut une stratégie pour reposer la problématique. C'est-à-dire, nous tendons tacitement vers la Cour constitutionnelle qui va prendre, au fait, une mesure pour essayer de conforter la vision, la nouvelle vision, j'allais dire, de l'exécutif. Donc, il fallait poser cette problématique. Donc, ce qui se passe vraiment à l'Assemblée, c'est de la pure politique. Et le titre du matinal, je vous en prie, n'est pas arrivé à dessein. En tout cas, ce titre n'est pas arrivé pour quand même caresser et pour quand même être aux côtés de l'opposition. Non, c'est fait à dessein. Et la suite du débat, nous allons aller apprécier beaucoup plus. Nous allons apprécier, nous allons aller dans les détails, mais c'est pratiquement de la politique, c'est de la communication, c'est fait à dessein. Et de toutes les façons, je pense qu'ils sont en train d'être pris à leur propre piège. Merci. En tout cas, à chaque organe d'apprécier ce dont il est témoin. Le matinal a rapporté les faits tel il a vécu. Vous pensez que l'organe est dans l'essai. Lui, il pense que l'organe est dans une démarche plutôt communicationnelle. Mais sur les faits, ce qui a été aussi évident autour de la question du parrainage, ce sont ces prises de position. L'un demandant à ce que le verrou secret soit levé parce que jamais... au cours du vote, il n'a été question de vote secret. Et l'autre qui veut savoir à combien peut-on négocier un parrain. C'est des sujets à prendre au sérieux où on peut considérer que c'est juste pour amuser la galerie. Je crois que nous sommes en train d'emprunter la piste de la compromission et c'est extrêmement grave. À quel niveau? Je crois que si mon vis-à-vis parle
d'Akwei Sossou, c'est ignoré comment est-ce que la politique, les bases politiques étaient entretenues. Au Bénin, tout le monde sait que les négociations se font. Au-delà des tribunes officielles que sont les institutions, alors dans les maisons et dans les chapelles, il y a beaucoup de négociations qui se font. Alors nous sommes en train de connaître une mutation, et cette mutation, évidemment, il ne faut pas attendre que tout le monde soit au pas. Il y a peut-être des questions qui sont posées pour que nous puissions avoir des précisions. J'ai suivi d'Akwei Sossou, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis dit que c'est pour en fait amuser un peu la galerie. C'est pas aussi grave que ça. En fait, mais à votre vis-à-vis, il y a la tribune officielle, il trouve ça inquiétante. Oui, mais c'est normal que nous puissions nous inquiéter parce qu'en fait, nous voulons bannir l'argent du monde politique. Il faut que, évidemment, ce soit des choix conséquents et que les députés qui sont au Parlement fassent des choix, non pas sur fond de marchandage. Premier aspect. Second aspect, sur la question du parrainage, en fait, c'est normal que les députés réclament que ce soit de façon plus transparente et que ceux qui doivent parrainer ne se cachent pas. Ce n'est pas un vote masqué. Dès lors qu'il s'agit du choix d'un président de la République, c'est un chef d'État qui doit assumer de grandes responsabilités, qui doit travailler pour la destinée, évidemment, du Bénin. Donc, les députés sont dans leur rôle que de réclamer. La CEDA peut se tromper parce que la CEDA n'a pas voté la loi. La CEDA est chargée de l'application de la loi. Et s'il y a des incompréhensions, il y a une instance qui s'occupe, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, se chargera d'apporter les précisions qu'il faut. Ah, vous voyez aussi... Puisque c'est elle qui est la garante, en fait, des textes de loi et de la Constitution, pour voir, en fait, s'il n'y a pas de non-dits. Et nous savons que dans le droit, en général, les écrits parlent et même les silences aussi parlent. Donc vous les voyez en train d'aller vers la Cour constitutionnelle? Oui, je crois que la Cour sera obligée d'arbitrer pour mettre tout le monde sur la rang. Maintenant, en ce qui concerne d'Akwei Sossou, je crois qu'il ne faut pas en faire un sujet majeur. Je crois que ce n'est pas si important que ça. C'est juste pour amuser un peu la galerie et demander, alors si on autorise le parrainage, est-ce que des gens ne vont pas s'engluer sur la piste des négociations marchandes? Donc je crois qu'il ne faut pas amplifier ce qui s'est passé au Parlement en ce qui concerne les points de vue qui ont été émis par l'honorable d'Akwei Sossou. En fait, ce que je voudrais qu'on sache, la question du parrainage est survenue parce que nous avions des problèmes, parce que nous avions voulu améliorer la qualité de la démocratie. Vous savez que depuis 1990, à la faveur de la conférence nationale, le Bénin a été lancé plus loin parce que la conférence a servi de rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale. Et puis, à la faveur de cette conférence-là, qui a tenue du 19 au 28 février 1990, notre démocratie est devenue une démocratie modèle d'école, dont le Bénin doit pouvoir continuer à innover. Nous sommes devenus un des baromètres des grands changements intervenus sur le continent. Ceci suppose qu'évidemment, nous puissions continuer à être des modèles. Et 30 ans après, on a compris qu'il y avait quelques petits problèmes. C'est pourquoi j'ai évoqué dans mon introduction liminaire que même si vous avez un véhicule neuf, au bout de ce nombre de kilométrages, il faut forcément faire la vidange. D'où il faut revoir quels sont les aspects qui sont pernicieux, qui empêchent évidemment le développement du pays. Et c'est à cela que, dans ces hommes politiques, on a introduit la question du parrainage. En fait, on avait mis le cautionnement qui dérangeait les gens. Mais quand on a revu le cautionnement à la baisse, de 250 millions, on est descendu à 50 millions, il faut mettre quand même un autre aspect qui puisse permettre aux gens de faire le filtre. Donc, en fait, on a mis le filtre. Et ce parrainage, curieusement, est intervenu dans un contexte où les partis politiques qui sont là, presque 2 sur 3, sont du côté de la mouvance. Alors, pour favoriser les autres partis qui sont là, qui négocient, évidemment, le parrainage, on a estimé que, on peut aller à des compromis, et non des compromissions. Vous en connaissez qui négocient déjà? Les autres formations qui sont sur le quai? Mais en fait, confession sur le plateau, c'est possible? Non, je crois que non, je ne veux pas confesser sur le plateau les démarches qui se tiennent dans les chapelles, parce que vous savez qu'en politique, chacun a sa stratégie. Et je voulais dire... Mais vous rassurez qu'il y en a qui sont déjà en train de négocier? Mais oui, si, ce qui est normal. Parce que, en fait, nous sommes à la 5e alternance démocratique, nous irons à la 6e sous peu, et c'est ça qui alimente la dynamique démocratique. Maintenant, ceux qui négocient le parrainage, ils ont le droit de négocier parce qu'ils veulent aussi postuler, parce qu'ils sont porteurs de projets de développement pour le pays. Donc, il ne faut pas les en empêcher. Maintenant, il reste à définir, à déterminer, comme la Sénat le fait là, pour que ça se passe dans une certaine transparence, pour qu'on n'ait pas des gens... Les négociations, la Sénat veut définir comment ça va se faire aussi, c'est ça? Non, la Sénat, en fait, présente le format et les modalités et le mode opératoire de la fiche.
Maintenant, il appartient au parti politique, au 159, parce qu'il y a un député qui est décédé, perd son âme, et le suppléant n'a pas encore rejoint le Parlement. Donc nous avons les 82 députés qui sont là, plus les 77 maires, ça fait 159. Donc il y a un absent là. Alors bon, je crois que comme c'est 16 parrains, ils s'arrangeront pour trouver les 16 parrains chacun pour que nous ayons des candidats valables. En fait, l'objectif, c'est pas la question de parrainage, il faut voir en fait quelle est la qualité de celui qui doit diriger le Bénin demain. En entendant, oui, autour de cette qualité, pour permettre que ce soit une qualité plurielle, certaines voix s'élèvent demandant jusqu'à l'heure où nous intervenons que le parrainage ne soit pas pris en compte pour que le grand nombre puisse y aller et qu'il y a une pluralité. Monsieur Harouna, à l'étape où on en est, le débat doit-il encore être à ce niveau-là? Non, pas du tout, mais je reviens si vous voulez, c'est que je suis en désaccord avec mon vis-à-vis en ce qui, quand il dit que le point de vue du député Dakwe Sossou est pratiquement, bon, il amuse la galerie, c'est faux. C'est extrêmement faux. C'est un problème d'éthique qui est posé ici. Parce que, mais, ce qu'il dit, il dit, bon, voilà, vous avez dit qu'on peut négocier un député. Donc, le gars se dit, et bien sûr qu'il est de la mouvance, il se dit, mais à quel prix? C'est normal. Et nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. Donc, cette négociation ne peut pas se faire sans... c'est à coup de millions. Donc, ça revient à un problème d'éthique sérieux qui se pose. Donc, tel que le parrainage est monté, c'est inévitable que la corruption s'installe. Et quand vous faites cette analyse, il vient pratiquement de décrire le mindset de tout un peuple. Et c'est pour ça que le peuple n'est pas du tout en phase avec le parrainage, Joël, on dit, pour que ce parrainage puisse être enlevé tout de suite. En principe, à ce stade de la problématique devrait tourner autour de l'audition de la liste électorale. Donc, et comme je vous l'ai dit, si la Cour constitutionnelle veut vraiment être crédible pour une seule fois, cette question du parrainage doit être vidée. On ne peut pas aller aux élections avec ce parrainage tel qu'il est monté. Donc, en parlant, par exemple, de vidange, en ce qui concerne quand mon vis-à-vis parle et fait la métaphore du véhicule, mais ce que nous assistons à quoi? C'est bel et bien de dire que le Bénin est un référentiel en matière, un modèle en matière de démocratie. Mais le gouvernement de la rupture est arrivé faire un vidange à la place de l'essence. Ils ont mis du diesel dans pratiquement le moteur démocratie au Bénin. Et c'est ce qui pose problème. Vous voyez, donc tout le temps, quand ce régime fait des lois et quand ces lois l'arrangent, ils font de la communication autour. Cette fois-ci, ils sont pratiquement coincés. Donc, ils sont coincés et il faut vraiment amener le problème au niveau de la Cour constitutionnelle et trancher le problème une fois pour de bon. Maintenant, la question en ce qui concerne le peuple et la communauté internationale, connaissant la couleur, connaissant celui qui préside cette Cour constitutionnelle, et cette Cour constitutionnelle, c'est des faits, c'est des faits factuels, n'a jamais été impartiale. Donc, on se dit que cette problématique autour du parrainage, on ne sait pas dans quelle direction la Cour va trancher. Mais quand on prend la jurisprudence de cette Cour constitutionnelle, nous dit 100% que cette Cour constitutionnelle va trancher en faveur du gouvernement parce que c'est pratiquement la stratégie, c'est ce à quoi le peuple béninois a été habitué depuis près de 5 ans. C'est extrêmement important. Quand mon vis-à-vis parle de filtre, mais le filtre, ça arrange qui? Donc, le principe du parrainage, personne ne pose cette problématique. Mais tel que ce parrainage est monté ici, et il n'y a pas pratiquement l'opposition. Il n'y a aucun maire
qui est opposant, il n'y a pas de député opposant, et on dit que, voilà, on peut négocier un maire, sachant que, un maire ou un député, sachant que ses parrains n'appartiennent pas à l'opposition et ses parrains appartiennent à la mouvance. Donc, d'abord, ça pose un problème d'éthique grave. Et c'est dans ce sens que Dagbe Sossou, membre de la mouvance, se dit, mais puisque vous parlez de négociation, cette négociation ne peut pas se faire sans les billets rouges. Donc, et c'est une vérité qu'il a dit. Donc, j'aimerais que le débat puisse être objectif et vraiment centré. Donc, quand je reviens aux prérogatives de la Sénat, ce n'est pas au fait la Sénat qui doit pratiquement faire le travail que les députés doivent faire. Et c'est ce que l'honorable Badamassi est en train de dire. Et en parlant de l'anonymat, il y a même un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un flou autour de ça. Parce que le candidat, si moi je suis candidat demain, et ça veut dire que je vais connaître, moi, les parrains, et je vais négocier les parrains, et je vais les connaître. Donc, ce n'est plus de l'anonymat. Donc, même si, au fait, la Sénat dit que, bon, cette liste sera anonyme, mais, dans le fond, elle ne peut jamais être une liste anonyme. Maintenant, leur problème, c'est quoi? Quand ils ont évalué cela, ils se disent que non, on n'a pas, cette stratégie ne peut pas marcher parce que il y aura des députés ou des maires qui vont nous trahir. Donc, on ne peut pas vraiment contrôler le processus comme nous l'avons souhaité. C'est ce qui pose ce problème et des députés de la mouvance ont posé le problème d'une façon tacite et c'est ce qu'on appelle de la politique pas contraposée. Donc, quand ils ont posé cette problématique, c'est sûr que le boulevard est ouvert à la Cour constitutionnelle. Et qui est à la Cour constitutionnelle? C'est pratiquement le pouvoir, c'est pratiquement l'homme du président et il s'est illustré par rapport à ça. C'est des faits, je ne vante rien. Et l'international et le peuple béninois connaît ce qui se passe. Et c'est ces doutes qui font que nous disons que les élections doivent être des élections transparentes, inclusives. Il faut sauter le verrou du parrainage. Il faut aborder la problématique de l'audit de la liste électorale. Il faut une reconfiguration, si vous voulez, de la Sénat. Il faut vraiment voir la crédibilité de la Cour constitutionnelle. Ça, la Cour constitutionnelle, oui, assez de magnons et de chaînons interpellés. Et c'est vrai, la Cour constitutionnelle pourrait être amenée à se prononcer sur ces questions qui semblent divisées. Vu que ça va dans tous les sens, il faut bien des voix pour appeler les uns et les autres à la retenue, en entendant que chacun puisse énoncer ce qui pour lui paraît plus que déterminant. Il y en a qui déjà prennent les devants. Alors le président de l'Assemblée nationale, au regard de ces réactions, s'est dit qu'il faudrait ramener la balle à terre. Il a dit en des termes qui lui sont propres, mais qui lui sont, dit-il, très chers. Pour une nation prospère, il y a des concessions qu'il faudra faire de part et d'autre. Vous l'avez suivi, M. Loujatadé, le président de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord saluer le président Louis Vlavonou qui a fait preuve de sagesse. Il a mis en exergue la prévalence du débat démocratique au Parlement. Et il vient de prouver qu'il a le souci de la paix. Vous savez que, en fait, quand on est à des responsabilités aussi importantes que celle-là, on ne peut que travailler que pour la paix. Et puis ceux qui font l'apologie de la violence, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je voudrais évidemment les exhorter surtout à la tolérance. Vous savez que la tolérance est une vertu essentielle de la démocratie. Tout en saluant évidemment les analyses que mon vis-à-vis, M. Arona vient de faire, je voudrais quand même relever quelques faiblesses. Un, il a dit qu'il n'y a pas de maire d'opposition. Non, et FCBE a quand même des mairies. Je voudrais rappeler qu'il y a des maires FCBE. Et FCBE, quoi qu'on dise, reste un parti d'opposition. Alors il y a peut-être des griefs, là, au sein de l'opposition, contre FCBE. Mais pour la mouvance, c'est assez clair que FCBE est un parti d'opposition. Deux, vous aviez dit que la Cour constitutionnelle, dans sa configuration actuelle, n'est pas une cour crédible. Non, écoutez, c'est des déclarations péremptoires et c'est extrêmement grave. Il
il faut faire attention lorsque vous faites des analyses sur un plateau. Je crois que la Cour constitutionnelle est l'émanation de la volonté du peuple, parce qu'il y a un mécanisme qui a permis de choisir les 7 sages. Et je crois que cette Cour est une Cour crédible, parce que c'est des personnalités fortes qui sont là et qui veillent au grain pour que notre pays ne bascule pas dans des travers. Il faut saluer évidemment ce qui se fait. Parce que par le passé, le juge constitutionnel n'a jamais été un juge répressif. Aujourd'hui, les gens veulent faire le travail comme cela se doit. Et il faut les encourager à aller plus loin. L'essentiel, c'est faire en sorte que les Béninois apprécient au mieux les décisions qui sont rendues par cette juridiction, qui est une juridiction importante dans l'architecture des institutions de l'État. Et je voudrais en fait dire à M. Aruna que au Bénin, c'est vrai que nous sommes tous béninois, mais nous devons évoluer dans la dynamique, évidemment, de l'apaisement. Nous devons travailler pour l'apaisement. Parce que, en fait, les conflits n'arrangent personne. Et je voudrais le rassurer que le but, soit des partis d'opposition que des partis de la mouvance, c'est faire en sorte que nous ayons un pays paisible, un pays développé, un pays mieux gouverné, un pays qui offre le bien-être à ses citoyens. Donc, on n'a pas intérêt à aller au déchirement. Alors, donc, il faut qu'il sache raison garder. Alors, ce qui s'est passé au Parlement et les points de vue qui ont été émis là-bas, c'est normal. Alors, c'est vrai qu'il a trouvé qu'il y a eu une absence d'éthique et de morale. C'est son point de vue, je le concède. Alors, les hommes, autant qu'ils sont différents l'un de l'autre. On ne peut pas changer les hommes avec un bâton magique. C'est vrai que pour amorcer le développement, ce n'est pas par un bâton magique. Il y a du chemin à faire. Donc, il faut peut-être aller pas à pas et souhaiter que les mœurs s'améliorent pour que nous puissions aller de l'avant. Nous sommes un modèle, nous sommes un pays très respecté et nous devons travailler pour que nous puissions continuer à œuvrer pour le développement. Donc, quant aux élections de 2022 qui s'annoncent, avec les discussions qui se font de part et d'autre et les prises de position que nous avons là, je voudrais simplement, à mon niveau, simplement appeler la classe politique béninoise et la diaspora, surtout à avoir un esprit de conciliation, un esprit paisible, et surtout des points de vue qui pourront aider à faire avancer la démocratie béninoise. Donc, je ne trouve pas qu'aujourd'hui nous soyons dans une situation assez grave. Aujourd'hui, je voudrais dire que les choses ont beaucoup évolué et nous devons avancer sur le chemin de la vertu. Et c'est ce chemin vertueux-là, c'est cette marque vertueuse que le chef de l'État, Patrice Talon, et sa suite impriment à la République. Alors, les choses ont été toujours faites. Aujourd'hui, les gens sont fâchés contre le parrainage. Or, c'est venu d'un système, puisqu'il y a eu des séminaires parlementaires qui ont œuvré à cela. Il y a eu un vote qui a été fait au Parlement. Il y a eu en fait une loi qui a été adoptée. Cette loi a été promulguée. Et dès lors qu'elle est promulguée, elle est exécutoire. Alors, dans l'application, il y a eu quelques problèmes. Parce qu'il y a des partis qui ont fait du dilatoire. Et comme on sait que le champ politique, c'est un champ conflictuel, un champ de bataille. Au sens grec du terme, ce n'est pas un cadeau. Donc, c'est des animaux qui sont sur le terrain et qui offrent des parades. Alors, chacun doit développer sa stratégie et ses mécanismes. Alors, si vous n'avez pas du flair, en politique, il faut du flair, en fait. Si vous n'avez pas du flair et que l'espace, vous le laissez, que c'est occupé par d'autres, alors vous négociez. Actuellement, nous sommes en train de chercher des compromis. Et on a concédé des choses et les gens veulent aller à des compromissions. Alors, dans ce sens-là, nous risquons, dans cette dynamique, de ne pas atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. Il faut souhaiter que les réformes qui sont engagées aillent jusqu'au bout et qu'après on aille à l'évaluation. Oui, en attendant l'évaluation, il faut bien pouvoir ensemble regarder le Bénin, et ceci aura été la posture du président de l'Assemblée nationale. Pour certains, ce n'est pas évident. Derrière les mots, il faut lire autre chose. Mais vous, M. Aruna, vous l'avez suivi, le président de l'Assemblée nationale. Cette démarche, est-ce qu'elle ne relève pas de ce que, plus que jamais, les Béninois ont besoin de se tenir par la main? Oui, cette sortie, Joël, du président Vlavonou est politique et son message est en déphasage avec la réelle politique. C'est de la communication politique à l'endroit de l'international pour faire croire à cette communauté que ce Parlement qu'il dirige est légitime et fonctionne normalement. C'est ce qui justifie cette marche mystérieuse du président Vlavonou sur tapis rouge, avec des hommes habillés dans un attroupement bizarre, avec des gants blancs,
la main à la poitrine, comme si on était dans une loge maçonnique. Beaucoup se sont étonnés de cette bizarrerie, mais moi je vous dis que c'est une stratégie de communication en direction de la communauté internationale et des grandes obédiences. C'est de ça qu'il s'agit. Ce régime ne fait rien au hasard. Tout est fait à dessein. Ils sont, pour moi, des fins dribbleurs. Ils ont l'art de distraire le peuple dans un angle alors qu'ils ont déjà une longueur d'avance, j'allais dire machiavélique, sur le même peuple qui est de faire de la saga inutile. Donc c'est une saga inutile. Nous sommes en plein dans l'expérimentation, vous vous rappelez, de la ruse et de la rage. La théorie vraiment de gouvernance annoncée dès la prise du pouvoir par le pouvoir Talon Joël. Donc, ce que je veux dire par rapport à cette sortie, c'est pratiquement un maquillage et il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans ce piège. C'est-à-dire, bon, nous serons en train de critiquer cette bizarrerie, pratiquement à la franc-maçonnique, et maintenant, ils vont dans une direction pour quand même légitimer, pour faire croire à l'international que c'est un parlement solide, c'est un parlement légitime, alors que il n'y a rien de ça. Donc, c'est pratiquement ça. Donc, cette sortie... Monsieur Aouna, l'appel à la tolérance a quel lien avec la configuration de l'Assemblée? A quel lien avec le type d'Assemblée, ou si vous voulez, l'origine de cette Assemblée? Oui, mais vous savez, nous sommes dans un contexte géopolitique où vous ne pouvez rien faire avec les grandes obédiences. Donc, en particulier, l'obédience maçonnique. Donc, il faut leur montrer que vous êtes pratiquement en phase avec eux et leur faire un clin d'œil pour qu'ils puissent utiliser de leur pouvoir pour appuyer les institutions internationales. Toute la question, elle est là. Donc, la stratégie, ou soit cette sortie du président Vlavonou, est faite à dessein et en collaboration avec le pouvoir exécutif. C'est toujours la même stratégie au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de ce Parlement. Donc, quand le président Vlavonou dit que, comment dirais-je, ce n'est pas la même problématique au niveau de la sous-région. Je m'inscris en faux par rapport à cette accession. Et parce qu'au Mali, ce n'est pas un problème de troisième mandat qui a fait partie IBK, mais un problème législatif au départ. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a une similitude en ce qui concerne le Bénin et le Mali. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé au Mali, c'est pratiquement isolé du Bénin. Non. Les causes sont pratiquement des élections mal organisées. Les causes sont pratiquement des députés mal élus. Les causes sont pratiquement des députés nommés. C'est ça la vraie problématique. Donc, quand le président Vlavonou dit qu'il n'y a pas un parallélisme entre le Bénin et les autres pays de la sous-région, je m'inscris en faux. Et si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, mais les problèmes en aval, ça réside dans le tripatouillement des constitutions. Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Mais il y a eu nous n'aurons pas le temps de faire toute l'histoire, mais sur l'aspect que vous venez d'évoquer, à savoir que la similitude, on peut bien la faire, alors que le président de l'Assemblée croit savoir que ce ne serait pas bien séant pour les Béninois de loguer de ses côtés. Permettez que j'ai la réaction rapidement de votre vis-à-vis avant de revenir sur la question du fichier électoral pour qu'on ne soit pas surpris par le temps. Oui, monsieur Attadé, ils sont nombreux, un certain nombre de Béninois. Alors, il y a du côté des autres pays par rapport à ce que ces nations ont vécu. Le cas du Mali est là. Le président de l'Assemblée a invité
tout le monde a de la sagesse. Votre vis-à-vis croit savoir qu'il faut savoir s'inspirer de ce qui se passe à côté pour aller de l'avant. Vous en dites quoi? Non, je crois que du point de vue de la finesse du raisonnement, je trouve que mon vis-à-vis n'a peut-être pas la maîtrise de ce qui se passe dans la sous-région. Écoutez, en Guinée, qu'on a créé avec Alpha Condé, c'est une question de troisième mandat. En Côte d'Ivoire, c'est une question de troisième mandat. Alors, et pour aller plus loin, si vous voulez, au Burkina Faso... Non, restez au niveau du Mali qu'il a évoqué. Il dit qu'à l'origine... Non, mais permettez, même au Burkina Faso, avant que Blaise Compaoré ne battre le 31 octobre 2014, c'était une crise d'ego, article 37 de la Constitution. Alors, au Mali, il n'y a aucune similitude dans la situation que le Mali a vécue et qui a conduit au push avec ce que nous vivons aujourd'hui. Écoutez, ce que je veux dire aux Béninois, nous avions une expérience particulière. C'est méconnaître l'histoire du Bénin que de faire une comparaison. Comparaison d'État par raison. Écoutez, dans l'hypothèse même d'un coup d'État, vous savez que c'est la confiscation de l'appareil politique en violation massive des textes constitutionnels. Et on ne peut pas encourager que des gens envisagent, par exemple, un renversement d'un pouvoir qui a été établi démocratiquement, d'une part. D'autre part, quand on fait des comparaisons, c'est pour pouvoir tirer le leçon de ce qui se passe, pour améliorer la qualité de ce qui se fait, de ce qui est en cours. Alors, on retient que, ici, au contexte, le président Patrick Talon a pris un engagement moral pendant qu'il était en campagne, de faire un mandat. Non, mais on ne parle pas de ça, M. Attari. La Constitution ne lui pas de faire un second mandat. Deuxièmement, M. Attari, on ne parle pas de ça. Répondez si au Mali, deuxièmement, vous savez que notre Constitution actuelle... Non, mais la Constitution actuelle... Même la Constitution du 11 décembre 1990, en son article 41, a dit que le chef de l'État est élu au scrutin pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et en aucun cas, il ne peut exercer 2 mandats présidentiels. Cette fois-ci, dans la nouvelle Constitution, on n'a fait que dire que personne, aucun président de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats de président de la République. Donc, c'est juste une précision pour montrer qu'un chef d'État chez nous ne peut pas dépasser 2 mandats constitutionnels. Et c'est assez clair. Et dans le cas actuel, le chef de l'État qui est en exercice ne veut pas faire un 3e mandat. Premier aspect. Second aspect, le texte est clair qu'il n'y a pas au-delà. Et la situation qui est ici chez nous, c'est une question liée à juste un petit point, c'est une chicane, entre guillemets, adoptée consensuellement dans le cours électoral. Le parrainage, c'est tout. Il ne répond pas à la question. La question, elle est simple. Est-ce qu'au Mali, il y a la cause fondamentale de la crise au Mali? Est-ce que cette crise est tributaire d'une crise parlementaire? Oui, vous n'avez pas abordé la question. Est-ce qu'il y a une crise parlementaire au Bénin? Non, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une crise parlementaire au Bénin? Mais vous êtes aveugle pour voir. Il n'y a pas eu de mort pendant les élections législatives. Non. Cette assemblée, est-ce que cette assemblée est légitime? Toute la question, elle est là. Pourquoi il y a problème dans le pays? Il y a eu vote, les mécanismes ont été assez clairs, une assemblée en est sortie, les députés ont été installés. Alors, donc, il n'y a pas eu contestation. Il n'y a que quelques partis politiques qui n'ont pas pu se mettre en ligne pour compétir. C'est tout. Donc, il n'y a pas eu... L'Assemblée est légale et légitime. Est-ce qu'il y a l'opposition qui est représentée? C'est la même question. Au Mali, c'est cette même question qui a amené à la crise. Monsieur Attali. Alors, vous permettez... Maintenant, s'il vous plaît, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, quand vous parlez du 3e mandat, je m'inscris en faux. Ce qui a amené au 3e mandat, c'est une conséquence du tripatouillement des constitutions. Est-ce que cela s'est passé au Bénin? Oui. Est-ce qu'il y a eu modification illégale de la constitution? Évidemment, oui. Faux. Et je vous dis que cette conséquence... Alors, voilà 2 questions. Il y a 2 questions sur lesquelles vous vous entendez pas. Vous permettez, monsieur Harouna, monsieur Attali, avec votre permission, s'il vous plaît, manifestement, il y a 2 questions sur lesquelles vous ne vous entendez pas et vous n'allez même pas vous entendre. Quand je prends la posture des uns des autres, monsieur Harouna, vous permettez? Monsieur Harouna, le 21 avril. Monsieur Harouna, vous permettez? Alors, la question que je vais vous poser,
si sur ces aspects, vous ne vous entendez pas, c'est que vous n'allez pas vous entendre jusqu'à ce qu'on quitte ce plateau. Les téléspectateurs feront leurs propres opinions de ces questions qui manifestement vous divisent. Alors, la question du fichier électoral, de ces appels à ce que l'on aille à la révision du fichier électoral, alors que le processus est pratiquement bouclé. Monsieur Attadé, dans la démarche de la paix, quelque chose est-elle encore possible? Je crois que sur cette question-là, c'est les démocrates qui ont posé le problème. Or, ils sont en téléchargement parce qu'ils n'ont même pas encore eu l'autorisation d'exercer légalement. Bon, je voudrais dire à mon frère Aruna que... On évolue sur ma question. Non, je voudrais dire qu'il n'y a jamais eu de révision opportuniste puisque c'est à l'issue des assises politiques que nous avions fait l'option d'accoucher d'une nouvelle constitution. Donc vous avez fini avec la question sur le fichier électoral. La question sur le fichier électoral, en fait, écoutez, on a eu un COSLEPI, on a mis en place des acteurs techniques qui ont travaillé. Et sur le fichier électoral, il y a toujours eu une guéguerre. C'est quand même bien l'histoire du Bénin. On ne s'est jamais entendu suivre. Et j'ai été membre du Front citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Et j'ai été plusieurs fois à COSLEPI. Et on a un épiphénomène, le problème. Mais oui, c'est un problème récurrent. Alors, monsieur Aruna, le problème de fichier électoral, problème récurrent. Alors, est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose très rapidement? Jamais, on ne peut jamais passer à autre chose. Cette LEPI doit être auditée. Mais quand mon vis-à-vis dit que, voilà, que c'est un problème classique, alors il n'a qu'à dire au gouvernement de rendre publique cette liste. Nous voulons voir, parce qu'il y a eu 2 500 000 dates de naissance. Nous ne savons pas comment cela se passe. Mais pourquoi on ne peut pas auditer cela s'il n'y a pas pratiquement une stratégie machiavélique derrière? Toute la question est là. Et quand vous voulez qu'il y ait la paix, vous avez dit que ce n'est pas... Il faut savoir anticiper. Le Bénin doit anticiper et faire pratiquement tabula rasa de ce qui se passe dans les autres États. Et je dis que nous sommes dans une nouvelle république du moment où le président ne pourra plus prêter serment le 6 avril 2021. Et il y a eu décalage de 45 jours. Donc, c'est les mêmes causes qui, au fait, arrivent en Côte d'Ivoire et en Guinée. Donc, quand on dit qu'au Bénin, il n'y a pas de problème de troisième mandat, je m'inscris en faux. L'origine du problème, c'est le tripatouillement de la Constitution, notamment sans pratiquement l'opposition. Monsieur Aruna, avec votre permission, tous sont pour la paix. Je veux parler des Béninois. Alors, le virage de 2021 pour vous, pour qu'il soit bien négocié et que ça se passe comme ça se passait les années précédentes dans la liesse populaire, que faudra-t-il faire? Et ça va être votre conclusion. OK, mais ce qu'il faut faire, Joël, c'est d'abord sauter tout de suite le verrou du parrainage. D'abord, c'est auditer la liste électorale et ensuite, c'est de reconfigurer la Sénat pour vraiment la participation de la vraie opposition. Et maintenant, nous garantit pratiquement la crédibilité de cette Cour constitutionnelle qui, au fait, a posé des actes qui ne sont pas du tout des actes constitutionnels. Donc, toute la question elle est là. Si le président Talon veut vraiment sortir dans l'histoire, et le président Talon merci à vous, monsieur Aruna. Vous permettez à monsieur Attadé de faire sa proposition à lui aussi. Il faut nécessairement que le verrou du parrainage soit enlevé. Merci beaucoup, monsieur Attadé. Oui. Je voudrais appeler en fait le peuple béninois à patienter parce que ce que nous vivons, c'est les douleurs d'enfantement. L'enfant il y a expulsé, le reste là, les douleurs vont passer. Donc il faut que nous acceptons de passer ce moment-là en paix et que j'exhorte la plupart des acteurs à la sagesse et à la responsabilité. Et merci. Je souhaite que le peuple aille au vote avec la foi et la sérénité. Merci à vous, monsieur Attadé. Merci également à vous, monsieur Aruna, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Oui, ainsi vont les réalités de plateau. On se retrouvera pour d'autres plateaux, pourquoi pas. Je vous compagne sur cette citation d'Henri Frédéric Amiel. Un rien suffit à ôter le bien-être comme à troubler la santé. Prenez soin de vous. À très bientôt.